Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère comme d'habitude que vous vous portez bien. Aujourd'hui, le thème, ce sera donc une leçon avec Cédie. On verra des trucs pas cons concernant l'hypertension artérielle. Donc l'idée n'étant pas de faire une prise en charge chronique, puisque la chaîne parle d'urgence, mais on va voir comment prendre en charge une hypertension artérielle, justement dans le cadre de l'urgence. Alors, l'axe de la prise en charge, il faudra bien avoir en tête ces quatre questions, c'est-à-dire quatre péages, on va dire, quatre passages impératifs de réflexion qui sont la première. Est-ce vraiment une hypertension artérielle? Deuxièmement, est-ce vraiment correct? Troisièmement, existe-t-il un retentissement d'organes? Et enfin, quatrièmement, est-ce qu'il y a une indication à traiter en urgence? Et si oui, on verra comment, je vous donnerai quelques molécules. L'idée, c'est pas de faire toute la nomenclature et tout le vidal pour les molécules. Alors, pour juste avant de débuter, juste à avoir en tête tout de même que ça ne sert à rien de se précipiter immédiatement vers les antihypertenseurs puisque en fait, il y a des causes qui ne méritent pas et qui ne doivent pas nécessiter de traitement en urgence, on le verra après. Alors tout d'abord, pour la définition, eh bien, l'hypertension artérielle est définie avec des valeurs supérieures à 140 sur 90, en dessous de 60 ans, et au-delà de 60 ans, c'est supérieur à 150 pour la systolique et 90 pour les diastoliques. L'hypertension artérielle peut être caractérisée de sévère et il existe aussi une urgence hypertensive. Alors la différence entre les deux, ça va être l'atteinte d'organes. L'hypertension sévère, c'est une pression artérielle systolique supérieure à 180 ou une diastolique supérieure à 110. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut traiter. On ne traite pas des chiffres, encore une fois, on traite des patients et donc des symptômes si ils sont présents. Et encore, on va voir pas forcément tous les symptômes. Bref, donc une hypertension artérielle sévère, les chiffres, je vous les ai donnés, et l'urgence hypertensive, puisque c'est l'urgence, on va dire de traiter, c'est des chiffres d'une hypertension artérielle sévère avec une atteinte d'organes. Et on va voir quelle atteinte d'organes. En haut à droite, vous voyez qu'il y a une BU, ECG et bio pour vous rappeler qu'il faut faire ces examens aux urgences. Donc si vous voyez en préhospitalier ou quelqu'un à orienter aux urgences, il faudra faire au moins ces examens, BU, ECG et biologie. Alors je vous ai dit, une des premières questions à se poser, c'est effectivement, est-ce que c'est vraiment une hypertension artérielle? Puisque des fois on fait une mesure, mais en fait elle est fausse. Alors pour avoir une mesure correcte, comme son schéma indiqué, il faut enlever les vêtements. Si le brassard est trop petit, il peut y avoir une surestimation de la valeur. Il faut que ça soit serré suffisamment, mais pas non plus trop bas. Hein, c'est pas à l'avant-bras, en dessous du cœur, c'est normalement au même niveau que le cœur. Alors parfois les situations préhospitalières ou d'autres sont un peu plus délicates à faire respecter ces conditions, mais normalement c'est à hauteur du cœur. Et il ne faut pas que le velcro se décroche. Quand on entend le velcro qui se décroche, euh, la mesure en tout cas peut être faussée. Et c'est pas comme ça qu'on fait une mesure correcte. Et si on fait une mesure avec un stéthoscope, il faut que le pavillon soit posé délicatement. Mais pas sous le brassard. C'est pas sous le brassard, sinon ça va appuyer avec le pavillon du stéthoscope. Voilà, donc il y a plusieurs choses à prendre en compte pour faire une mesure qui soit correcte et savoir si effectivement il y a bien une hypertension artérielle. Je vous le rappelle, BECG et bio. Alors maintenant, on va voir le retentissement d'organes. Parce que oui, effectivement, on a mesuré, notre patient, il a bien une hypertension artérielle. Alors, est-ce qu'il y a un retentissement d'organes? Alors souvent, on dit oui, il a des maux de tête, il a un épisode d'épistaxis. C'est l'hypertension artérielle. Alors, dans ces cas-là, ça n'impose pas forcément un traitement. On va voir que c'est pas parce qu'il y a des céphalées que tout de suite c'est une hypertension artérielle. Euh, c'est pas parce qu'il a des céphalées que c'est une urgence hypertensive, ça c'est faux. Par contre, les symptômes qu'il faut absolument diagnostiquer, c'est l'insuffisance ventriculaire gauche, c'est-à-dire l'OAP, et l'autre versant vasculaire, c'est la dissection artérielle. C'est impératif à diagnostiquer. Dans l'un, il y aura plutôt un tableau de dyspnée,
avec désaturation. Dans l'autre, il peut y avoir aussi un épisode de dyspnée, suivant où se situe le chenal, l'ouverture, la dissection. Mais il faut impérativement prendre les pouls, hein. Sur le plan neurologique, il peut y avoir une encéphalopathie hypertensive, qui comprend donc l'encéphalopathie, une confusion, l'obnubilation, ça peut aller jusqu'au coma, sachant qu'un coma plus une hypertension artérielle, ça ne doit pas forcément amener à traiter dans l'urgence l'hypertension, parce que ça peut être une hémorragie intracérébrale, et donc il y a besoin d'augmenter le débit sanguin artériel afin de permettre une perfusion cérébrale correcte. Il peut y avoir aussi un déficit focal, et ça peut être des signes aussi d'AVC avec déficit focal, une cécité corticale qui peut être transitoire, etc., etc. Il y a beaucoup de symptômes. De toute façon, dès que ça touche le cerveau, il peut y avoir plein de signes différents. À noter qu'au-delà en fait, de 160 mm de mercure, il y a une petite vasoconstriction cérébrale, normalement, hein, pour protéger le cerveau, parce qu'en fait on lui envoie trop de débit, donc lui, au lieu de rester les valves ouvertes et à se recevoir un gros débit d'un coup, enfin c'est pas un gros débit, c'est faux, c'est plutôt une grosse pression pour être exact, et bien il y a ce phénomène de protection. Et pourquoi il y a cette encéphalopathie? C'est parce qu'en fait, il y a un petit exsudat, donc il va y avoir une extravasation qui va conduire à un tableau d'encéphalopathie par œdème cérébral et papillaire. C'est pour ça qu'avec l'atteinte neurologique, vous avez la fenêtre du cerveau, comme on l'appelle, c'est l'atteinte ophtalmologique avec une rétinopathie où il peut y avoir des hémorragies, des exsudats, un œdème papillaire euh, qui nécessite souvent un fond d'œil lorsqu'il existe une urgence hypertensive. Sur le plan néphrologique, il peut y avoir une atteinte, donc c'est-à-dire une insuffisance rénale. Et enfin, il faut penser chez les jeunes femmes qui sont en âge de procréer à la prééclampsie qui doit être impérativement diagnostiquée. Pour rappel, PU, ECG, bilan biologique. Bon, donc maintenant on a vu le retentissement d'organes. Alors, vers quelle étiologie de l'hypertension artérielle cela doit nous faire orienter? Donc on a vu là les complications, on va revenir un peu avant. D'où vient cette hypertension artérielle? Alors je vous propose un moyen mémotechnique. Les torrents de l'Arizona écoulent le globe. Comme ça vous penserez à quelque chose qui écoule, à quelque chose qui comme des vaisseaux, hein, un fleuve on va dire. Donc pour les torrents c'est les toxiques, pour le A c'est l'antalgie ou l'algie avec l'anxiété. Pour le R, c'est tout ce qui concerne le rein en fait. Donc l'ischémie rénale, la thrombose rénale, les glomérulonéphrite aussi, l'hypercapnie. Pour le S, alors pour le I, oui, je suis désolé, c'est hypercapnie. Pour le S, c'est sans cause d'hypertension artérielle. Le O, c'est pour obstétrique, avec l'éclampsie. Le N, c'est pour neurologique, que ce soit le trauma crânien, l'AVC, l'épilepsie. Et dans ces cas-là, il faut qu'on s'oriente vers le Press syndrome. Le A, c'est pour les pathologies de l'aorte, donc dissection, coarctation, parce que la coarctation de l'aorte, quand il y a un rétrécissement d'un côté, c'est comme quand on prend un tuyau d'arrosage et qu'on appuie, eh bien ça peut faire une asymétrie tensionnelle et une hypertension artérielle d'un côté. L'athérome peut provoquer une hypertension artérielle. Pour écoule, c'est pour les pathologies endocriniennes. Donc il y a l'hyperthyroïdie, l'adénome de Cône et le phéochromocytome. Et enfin le globe, impérativement, il faut rechercher un globe urinaire. Et dans le globe urinaire, on mettra aussi fécalome. Chez les patients âgés, ça peut tout à fait expliquer une hypertension artérielle. Je reviens juste sur les toxiques. Dans les toxiques, il y a, sans pour autant rentrer dans tous les détails, il y a les ANS, la cocaïne qu'il faudra impérativement rechercher avec les amphétamines. Il peut y avoir aussi tout simplement un sevrage d'antihypertenseurs, mais il y a aussi les médicaments pour la dépression, comme les tricycliques. Donc un examen et un interrogatoire renforcé. Pour rappel, BE, ECG, bilan bio. Cette diapositive, je vous évoque en fait les indications de traitement en urgence. Donc maintenant, on a vu qu'il y avait effectivement une hypertension artérielle, il y a bien un retentissement d'organes, et donc est-ce qu'on va traiter ou pas? Et je vous l'ai dit, épistaxis, acouphène, vertige, céphalée, ça ne veut pas dire qu'il faut traiter en urgence. Ça veut dire qu'il faut
effectivement soulager les maux de tête, il faut prendre en compte les vertiges, l'étiologie du vertige, mais pas traiter le vertige en lui-même, ou pas traiter la tension euh, pour soulager le vertige, il faut traiter la cause. Et l'épistaxis, c'est pareil, on traite l'épistaxis, on ne traite pas une hypertension artérielle parce qu'il y a l'épistaxis. Alors évidemment, hein, si vous avez 220 de systolique, oui, il faut traiter la tension pour l'épistaxis. Mais c'est pas parce qu'il y a 170 de systolique que l'épistaxis euh, est un signe de gravité. Alors les risques à traiter en urgence, eh bien, il faut les connaître parce que ça peut donner une hémiplégie en fait. Donc un AVC. Et sur le plan rénal, ça peut conduire à une thrombose de l'artère rénale, même à une insuffisance rénale. Et ça peut aussi conduire à abaisser la pression artérielle moyenne et la diastolique, donc, puisque le myocarde est perfusé en diastole, à un infarctus du myocarde. Les objectifs, s'il y a indication à traiter, eh bien, ils sont de deux ordres. Soit on baisse progressivement la PAM, donc c'est l'objectif de PAM, hein, on doit baisser de 10 à 20%. Progressivement, hein, on se fait ça tranquillement sur 1 heure, sur 2 heures, donc on a le temps, c'est pas grave. Par contre, s'il y a indication à baisser rapidement, c'est-à-dire la dissection aortique ou l'éclampsie, à ce moment-là, on ne tarde pas, c'est dans les 5 minutes, on doit baisser cette tension artérielle. Une chose, quand il y a les risques de traitement, pensez qu'en cas d'aggravation de symptômes, dans ce cas-là, il faut arrêter le traitement en cours. Hein. Si on voit que la tension baisse et les symptômes neurologiques progressent, et bien dans ces cas-là, on arrête de baisser la tension. BU, ECG, biologie, je vous le rappelle, c'est comme ça que ça rentre. Et donc, la diapositive attendue, c'est les molécules intraveineuses que l'on peut utiliser, puisqu'en général, quand il y a une urgence, on va tout de même techniquer le patient, on ne va pas lui donner quelque chose per os. Je vous propose 3 molécules, c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple, c'est en étant peu exhaustif qu'on retient le mieux. Alors, vous ferez comme vous voulez dans vos centres avec les protocoles, il y a différentes posologies qui sont retenues, moi je vous propose celle-là pour retenir, des fois c'est plus simple. Alors il y a le Risordan, c'est l'isosorbide, nitrate d'isosorbide, bref. Le Risordan, on l'appelle souvent comme ça parce que c'est plus rapide à prononcer et on peut se rappeler Risordan, il y a 2 à la fin, 2 dents. Pour le bolus, entre 1 et 3 mg, donc 2 mg, ça permet de retenir, toutes les 5 minutes. Et s'il y a besoin de mettre un pouce-seringue électrique, on donne la dose titrée, permettant la baisse de la tension artérielle. Donc s'il y a besoin de 10 mg, on met 10 mg qu'on aura titré toutes les 5 minutes. Et puis après, on installe un pouce-seringue électrique de 10 mg par heure. Le Risordan, c'est quand même plutôt utilisé dans les cas d'insuffisance cardiaque sur pic hypertensif. Ça marche très très bien. En plus, ça a un effet vasodilatateur, surtout en veineux, donc ça diminue la précharge. C'est génial pour les insuffisances cardiaques. Je me dirige à droite de la diapositive pour vous parler d'abord de l'Eupricil, c'est le nom commercial, ou pour l'Urapidil. Alors pour vous en souvenir de bolus de la posologie, l'Europe des 25, hein, je sais que c'est pas 25, mais ça permet de retenir, Eupricil, Urapidil, Europe. Bolus de 25 mg toutes les 10 minutes. On installe le pouce-seringue après assez rapidement, qui est quasiment de la même dose que le bolus, de 35. On peut aller en tout cas jusqu'à 30 mg/h. On peut aller jusqu'à 30 mg/h. Ça s'utilise par exemple dans les cas d'hypertension artérielle qui nécessite un traitement sans étiologie particulière. Bon, peut-être un peu moins utilisé, ou certains ont moins l'habitude, d'autres plus. Mais bon. Le Loxène, je voulais vous dire 2-3 mots dessus, puisqu'en fait cette molécule doit être utilisée préférentiellement dans les cas d'éclampsie, par exemple, ou dans les cas d'insuffisance rénale, ou dans les cas, hein, ça c'est impératif, d'intoxication par la cocaïne et d'anémie hémolytique micro-angiopathique. Alors, pour vous en souvenir, je vous ai mis la seringue pour la cocaïne et puis la goutte de sang là pour l'anémie hémolytique. Pourquoi on ne donne pas de bêta-bloquant par exemple? Et bien en fait, la cocaïne, c'est un effet stabilisant de membrane, donc avec les bêta-bloqueurs, ça ne va pas du tout le faire. On ne met pas des antiarythmiques
les uns sur les autres. Et pour la microangiopathie, en fait, ça va majorer l'hémolyse. Donc, on donne un vasodilatateur, un inhibiteur calcique, qui est le nicardipine. Ce sera très efficace. Et dans les autres indications qui sont assez larges. Donc, le nicardipine, c'est une molécule très efficace, par bolus de 1 mg. Alors, je ne sais pas si des fois certains font 2 mg. On peut aller jusqu'à 10 en titrant toutes les 2 minutes. Et après, on peut mettre un pouce seringue électrique. Alors, selon les protocoles de certains, on peut monter jusqu'à 30. J'ai mis 30 pour retenir, mais bon, en gros, l'idée étant de faire un bolus par milligramme initialement, quoi. Voilà, les effets, tout ça en intraveineux, c'est assez rapide, hein, c'est entre 2 et 5 minutes. Donc, le Risordant, c'est assez rapide, en 2 minutes, on voit l'effet. Et les autres, c'est pareil, c'est relativement rapide, hein. Pour vous rappeler encore une fois, BU, ECG et bilan biologique. On arrive donc à la dernière diapositive par rapport aux molécules péroses. Bah, si le patient n'est pas si grave que ça, on ne va pas s'exciter à lui mettre un truc intraveiné pour prendre des risques. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre? Il y a plein de molécules, encore une fois, je vous le dis. Moi, je vous en propose quelques-unes pour vous laisser libre cours. Et pour mieux retenir, ça ne sert à rien que je vous fasse tout le Vidal. Donc les molécules, nicardipine péros, oui, c'est pas mal, c'est très efficace. 20 mg péros, 1 à 3 comprimés par jour. C'est pas parce qu'au bout de 10 minutes ça n'a pas marché qu'on doit se presser. Des fois, il faut laisser un petit peu plus de temps. En général, les molécules péros mettent entre, voilà, entre 15 et 30 minutes quand même. Donc le nicardipine 20 mg, c'est plutôt efficace. Après, il y a le captopril, c'est un IEC, c'est une autre famille. Des comprimés C-cap de 50 mg, donc on peut donner 12,5, 25. Comme je vous ai dit, le début de l'effet arrive en dessous de 30 minutes pour une durée de 4 heures. C'est à peu près la moyenne, hein, pour chaque. Par contre, on le donne une fois par jour. Attention aux insuffisances rénales, parce que c'est très pourvoyeur d'insuffisance rénale chez le patient âgé. Donc s'il y a une hypovolémie, on évite le captopril. En même temps, c'est rare, mais c'est possible, hein, d'avoir une hypovolémie avec une hypertension artérielle. Et enfin, je vous propose la famille des bêta-bloquants, qui comprend le bisoprolol et l'abétalol. Pourquoi deux molécules? Alors, bisoprolol, ça a un effet cardiaque, bradycardisant comme l'abétalol. Il est un peu vasoconstricteur, légèrement. Donc, c'est plutôt utilisé pour les atteintes, pour la tachycardie, en fait, le bisoprolol. Je vous l'ai mis, c'est pour avoir en tête que voilà, il est très commun dans les tachycardies, mais moins utilisé quand même en cas d'hypertension artérielle. On privilégie dans ces cas-là le labétalol, parce qu'en fait, cette molécule, qui est un bêta-bloquant, est plutôt vasodilatatrice. C'est l'un des seuls d'ailleurs, donc très intéressant. Par contre, effectivement, il a un effet à la fois cardiaque et puis sur les artères. Pour vous en rappeler, c'est pas beau, mais bon, l'abédilate, voyez le topo sur les cardiotoxiques, j'en parle un petit peu. La posologie, c'est 200 mg, 3 à 4 comprimés par jour. Bon, au bout de 4 comprimés, ça fait beaucoup. Mais on peut mélanger les molécules. Voilà, c'est donc la fin du diapo, de ce topo sur l'hypertension artérielle. J'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochains épisodes. Mettez un pouce bleu, partagez un maximum, ça c'est très encourageant. Et puis il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients.